Rio de Janeiro, Brésil. Rio a toujours été, avec São Paulo, la capitale du football brésilien. Botafogo, Vasco da Gama, Flamengo et Fluminense sont les 4 plus grands clubs de la ville. La rivalité entre toutes ces équipes est très forte, mais aucune ne dépasse celle qui existe entre Flamengo et Fluminense. Avec plus de 30 millions de supporters, Flamengo, aux couleurs rouge et noir, est considéré comme l'équipe la plus populaire du Brésil. Fluminense, le club tricolore paré de blanc, de rouge et de vert, est lui le plus titré et le plus ancien de la ville. Fla-Flu a toujours créé un climat différent. Je ne sais pas si c'est à cause des couleurs, de l'émotion des supporters. Le jour du Fla-Flu, c'est le jour de la fête au Maracanã. Pour les supporters comme pour les joueurs, Fla-Flu, c'est une rencontre qui nous motive beaucoup. Fla-Flu a été, est et sera toujours la grande rencontre, la plus importante du championnat de Rio et du championnat brésilien. La particularité d'un Fla-Flu, la rivalité entre Flamengo et Fluminense, viendrait aussi d'autre chose, d'une vieille querelle de famille et de la passion de 2 écrivains. O Fla-Flu começou 40 minutos antes do nada. E aí apareceu aquilo, as multidões despertaram. E o Mário Filho, já então, antes do Paraíso, ele escrevia sobre o Fla-Flu, que dizia que o Fla-Flu ia ser o assombro do futebol, o milagre do futebol. Nelson Rodrigues est un personnage illustre de la littérature brésilienne du XXe siècle. Certaines de ses pièces ont bouleversé la tradition théâtrale du pays. Dans les années 40, elles ont même subi les effets de la censure. Il qualifiait son propre théâtre de désagréable, il disait qu'il pouvait provoquer parmi le public davantage de dégâts que le typhus et la malaria. Aujourd'hui, son génie est incontesté. Sa passion pour le football aussi. Supporter inconditionnel de Fluminense, il a contribué à la légende du club en publiant régulièrement des chroniques dans le Jornal dos Sports dirigé par un certain Mario Filho. Mario Filho était journaliste. Grâce à son engagement et à la qualité de ses écrits, il a permis au football brésilien de changer de dimension. Son implication dans l'organisation de la Coupe du Monde de 1950 a favorisé la création du plus grand stade du monde, le Maracanã, qui aujourd'hui porte son nom. Si par éthique il n'affichait pas ses préférences, il avait un penchant secret pour Flamengo. Ces 2 hommes de lettres n'ont pas inventé la rivalité entre Flamengo et Fluminense, mais ils lui ont conféré pendant plusieurs décennies une dimension épique qu'elle a encore aujourd'hui. Précision importante, Mario Filho s'appelait Mario Rodrigues Filho. Nelson et Mario étaient 2 frères. Nelson Rodrigues nous affirme donc que Fla-Flu a commencé 40 minutes avant le néant. Le 7 juillet 1912, pour être précis. Je vois le stade, les supporters et les équipes. Mais avant de décrire la partie, il faut l'imaginer dans le cadre du vieux Rio. Un Rio qui n'était que femmes plantureuses. À la belle époque, les dames assistaient à une partie de football comme on répondait à une réception chez un ambassadeur. Et elles s'évanouissaient. Voyez vous-même, elles étaient victimes d'attaques. Je me suis fait la réflexion, quand ai-je vu pour la dernière fois une femme avoir une attaque ? Elles peuvent se tuer, sauter du 7e étage, avaler un tube de comprimé, mais une attaque ?
un évanouissement. Ah, qu'il était beau à cette époque d'être hystérique. Et pendant un match, au moment du but, les femmes défaillaient, s'évanouissaient, paraissaient mourir. Les hommes trouvaient cela sublime. À l'origine, au Brésil, le football était un loisir réservé aux jeunes fils de riches. C'était de jeunes descendants de familles anglaises, comme Charles Miller à São Paulo ou Oscar Cox à Rio. Ils étaient allés étudier en Europe et on avait ramené cette grande nouveauté qu'était le football. Fluminense a été fondé en 1902. C'est le premier grand club de football de Rio. Un club de la grande bourgeoisie. Le football devint un rendez-vous dominical pour les familles qui fréquentaient l'association. Elles assistaient l'après-midi aux matchs de leurs enfants, qui jouaient contre d'autres équipes. E o primeiro Fla-Flu da história foi jogado no dia 7 de julho de 1912. Le premier Fla-Flu de l'histoire eut lieu le 7 juillet E o 1912. Fluminense, surpreendentemente, ganhou pelo placar de Contre 3-2, toute attente, Fluminense gagna la partie par 3-2. porque o Flamengo Je dis cela car Flamengo est frère de o Flamengo Fluminense. nasceu do Fluminense. Flamengo Portanto, est né de o Fluminense. Flamengo foi Fluminense, porque em 1911, En 1911, très na noite de exactement Natal, la nuit de Noël, houve il y eut une reunião réunion au siège du em club. Laranjeiras, e 9 rapazes do time 9 joueurs titular titulaires de l'équipe de Fluminense resolveram décidèrent de sair do partir Fluminense pour créer une section et fondar football dans le o club núcleo d'aviron de futebol Flamengo, no clube de regata qui lui existait do depuis le Flamengo, 15 novembre que já existia 1895. desde o dia 15 de novembro de 1895. Ah, o primeiro clássico. Ah, la première grande rencontre. Dans ce match, il semblait que le football était un détail insignifiant. Les deux équipes donnaient la sensation de jouer à couteau tiré, et pourtant, il y eut un miracle. Personne n'est sorti sur un brancard ou dans un corbillard. Mais on n'avait jamais vu une telle férocité sur un terrain de football. Et Fluminense gagna. Ce premier résultat fut décisif, historiquement et psychologiquement. Si Flamengo gagnait, la rivalité serait morte d'elle-même. Mais la victoire tricolore a marqué à jamais la chair et l'âme de Flamengo. Et chaque fois que les deux équipes se rencontrent, c'est comme si elles le faisaient pour la première fois. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer. Il y a une parenté évidente entre Flu et Fla. Et comme cette parenté est née dans le ressentiment, je dirais qu'ils sont les frères Karamazov du football brésilien. O Rio de Janeiro não é mais capital. Rio de Janeiro n'est plus la capitale de la République. Ce n'est plus la capitale du pays, mais c'est la caisse de résonance de la culture brésilienne. Au Brésil, où que vous soyez, quand vous parlez de football, les gens sont toujours pour le club de leur ville, mais aussi toujours pour un club de Rio. Et généralement, c'est Flamengo. Flamengo est un club populaire, un club de la masse, un club que nous avons choisi de supporter. Vous savez, je suis plus flamenguiste que brésilien. Même traversant une crise difficile, Flamengo reste Flamengo. Des supporters joyeux, de belles femmes, des bons joueurs, une foule de supporters vibrante. Desgosto profundo, se faltasse o Flamengo no mundo. Ele vibra, ele é fibra, muita libra, já pesou. Flamengo até morrer, eu sou. Eu sou.
C'est une chose qui m'a accompagné depuis l'enfance. Mon père était rouge et noir, et pendant les années 80, il nous emmenait au Maracanã, voir l'équipe. Il n'y avait rien de mieux que d'être supporter de Flamengo. C'était brillant, extraordinaire. Je ne savais pas alors que je deviendrais professionnel à Flamengo. C'était un rêve de jouer ici. J'en suis très heureux. Flamengo et Fluminense représentent en fait la même chose, la bourgeoisie esclavagiste. Mais Flamengo a toujours été plus près du peuple. À l'origine, le club n'avait pas de stade. Les joueurs devaient s'entraîner près de la plage du Rosso. Les gens pouvaient les voir. Grâce à cette ouverture de la part d'un club qui n'avait rien de populaire, qui avait tout pour ne pas l'être, Flamengo est devenu le club le plus aimé du Brésil et peut-être même du monde, avec 35 millions ou 54 millions de supporters. Les chiffres varient selon chaque rouge et noir consulté. Tout ceci parce que dès le départ, Flamengo s'est distingué. Fluminense était toujours plus fermé, tourné vers l'élite. Flamengo était obligé de s'intéresser au peuple et s'est rendu compte que les gens du peuple n'étaient pas si laids que ça. Fluminense représentait l'élite. Toutes les personnes de haut niveau social étaient pour Fluminense. Et le peuple moins favorisé était pour Flamengo. Au-delà de l'intérêt du jeu, de la rivalité sportive, c'était aussi une lutte de classe. Le peuple voulait battre l'élite, et l'élite ne voulait pas laisser le peuple gagner. Une autre chose que l'on peut observer ici, avec beaucoup de saveur dans l'histoire du football, c'est précisément l'évolution visuelle, quasi anthropologique, sociologique des joueurs. Sur cette photo, ils sont bras dessus, bras dessous. Certains paraissent être des stars du cinéma muet. Les shorts, les maillots sont différents. Les équipes de Fluminense sont plus aristocratiques. Celles de Flamengo plus décontractées. Regardez la pose des joueurs. Où pourriez-vous trouver aujourd'hui un joueur se faisant photographier comme une diva ? Fluminense, le club de Rio de Janeiro le plus ancien, le plus titré, mais aussi autrefois le plus inaccessible. Fluminense a toujours été l'équipe d'une élite. D'ailleurs, le club préservait ce côté élitiste. Fluminense avait ses propres règlements. Tout cela n'existe plus. Avec le temps, les tabous ont disparu. Mais par exemple, les joueurs n'avaient pas le droit de fréquenter le siège du club. Il y avait une entrée de service qui leur était réservée, à côté de l'entrée principale, ce qui n'existait pas dans les autres clubs. Fluminense était le club de la famille Guinlier, un club de riches. Réellement, les Noirs n'y rentraient pas. La nonchalance des années 20 masque mal ce racisme. Il faut rappeler que l'esclavage n'a été aboli au Brésil qu'à la fin du XIXe siècle. Le carnaval, actuel symbole de métissage, était aussi réservé à l'élite blanche. En fait, Fluminense était un club de blancs. Il a été fondé à une époque où le racisme prédominait au Brésil. Un fort racisme. Fluminense a certes gagné le premier match contre Flamengo, mais pendant 2 ans, il a perdu toutes les parties suivantes. Un jour, les joueurs se sont adressés au président du club,
Jorge Frias, qui était aussi l'arrière-gauche de l'équipe, pour lui demander « Pourquoi ne fait-on pas jouer Carlos Alberto? Il va nous renforcer. Il faut le faire jouer. » Le président leur répondit « Il ne peut pas jouer, il est noir. » Comment faire? Ils décidèrent de lui passer de la poudre de riz sur le visage. Il entra ainsi dans le stade, affronta la foule qui encourageait Fluminense et personne ne s'est aperçu de rien. On avait simplement oublié qu'avec l'effort, la sueur allait faire couler cette poudre de riz. Quelqu'un a alors crié « poudre de riz » et c'est resté jusqu'à aujourd'hui. Cette appellation est le symbole de Fluminense. Petit à petit, Fluminense abandonna son attitude raciste et se démocratisa. Les supporters ont repris ce surnom en projetant quantité de talc et de poudre de riz dans le stade, avec les encouragements féroces de Careca, un des plus célèbres supporters de Fluminense. Sou do clube tantas vezes campeão, fascina pela sua disciplina. O Fluminense me domina, eu tenho amor ao tricolor. Salve o querido pavilhão das três. Olha, eu sou torcedor. Écoutez, je suis supporter de Fluminense depuis l'utérus. Mon père disait qu'il était supporter avant, bien avant son incarnation. Je crois qu'il m'a passé cela et que je l'ai passé à ma fille. Il y a un air que les supporters chantent dans le Maracanã. Grâce à Dieu, je suis né, je suis tricolore. Il n'y a rien à expliquer, c'est un bonheur. Vraiment, grâce à Dieu, je suis né tricolore, parce que je ne peux m'imaginer ne pas être tricolore. Salve o querido pavilhão das três cores que traduzem tradição, a paz, a esperança e o vigor, unindo forte pelos. Toute ma famille est flamenguiste. Grâce à Dieu, le seul Fluminense, c'est moi et mes fils. Légère comme une plume. La foule est légère comme une plume. Elle est belle, sympathique et familiale. Être tricolore, c'est ça. C'est pourquoi j'emmène mon fils ici sans aucune crainte. Le tricolore, c'est avant tout un être qui souffre avec l'espérance de voir son club au-delà de ses attentes. De la même façon que Lula va donner l'espoir à notre pays pour des jours meilleurs. Il existe aujourd'hui un esprit moderne, un esprit démocratique, un esprit plus transparent qui n'existait pas autrefois. Il y a les couleurs qui signifient au monde le blanc de la paix, le vert de l'espérance et le rouge de notre sang. Ce rouge est un rouge qui pousse Fluminense dans les grandes décisions. C'est pourquoi Fluminense est le plus grand. Il est le plus grand et sera toujours le plus grand. À l'époque, Vasco da Gama, Botafogo, América, Bangu étaient des clubs amateurs. Donc, la seule grande rencontre des années 1933 à 37, c'était Fla-Flu. Flamengo et Fluminense étaient les seuls matchs importants des années 30. Cette période fut marquée pour le football brésilien par l'apparition du professionnalisme. Il suffit de dire qu'en 1939, il y eut 11 Fla-Flu. De 1936 à 1945, ce fut l'âge d'or des Fla-Flu. Pendant cette décennie, Fluminense a intégré dans son équipe beaucoup de joueurs de São Paulo.
Flamengo a engagé les plus grands joueurs du Brésil. Ils étaient tous noirs. Zizinho, Domingos da Guia, Romeo, Hércules, Léonidas furent les grandes figures de cette époque. Léonidas a été l'un des plus grands joueurs de flamengo de tous les temps, l'inventeur de la bicyclette. Ici, le fameux Castilho, gardien de but, idole de Fluminense qui avait 9 doigts. Un gardien de but avec 9 doigts. Il s'est suicidé en se jetant par la fenêtre. Nelson Rodrigues a dit qu'il s'était jeté comme pour attraper un ballon imaginaire. Le Fla-Flu de 1941 est entré dans la légende grâce à une chronique de Mario Filho. Le match se jouait dans le stade de Flamengo situé au bord de la lagune de Rio. Le score était de 2-2. C'était comme si le match commençait. Il ne restait que 6 minutes à jouer, mais ces 6 minutes semblaient durer une éternité. Quelqu'un cria aux joueurs « Il ne reste que 6 minutes !» Pour Fluminense, un match nul suffisait. Pour Flamengo, il fallait gagner. Flamengo attaquait. Un joueur de Fluminense envoyait alors le ballon dans la lagune. L'expédier en dehors du terrain ne suffisait pas. Dans un autre stade, l'histoire de ce Fla-Flu aurait été différente. Un ballon en dehors du terrain revient vite. Dans la lagune, il y reste. Flamengo envoya alors des garnisons de rameurs pour aller chercher ce ballon, donnant l'impression d'un véritable championnat d'aviron. Ils le récupérèrent et le renvoyèrent vite vers le terrain. Restant dans l'eau, rames en l'air, muscles tendus, prêts à réagir et à donner 40 coups d'aviron à la minute. Mais dès que Fluminense pouvait relancer le ballon dans la lagune, l'équipe ne faisait pas autre chose. Finalement, le match nul est obtenu par Fluminense qui remporta ainsi le championnat. On ne retiendra de cette journée que la chronique dont beaucoup disent qu'elle est surtout le fruit de l'imagination de Mario Filho. Ce fut en tout cas l'occasion de rappeler l'importance des courses d'aviron à Rio. Au début du XXe siècle, ce sport, bien plus populaire que le football, représentait la principale attraction sportive dans la baie de Botafogo. Par leur chronique, Mario Filho et son frère Nelson Rodrigues ont donc profondément entretenu et exalté la rivalité entre Flamengo et Fluminense. Si Mario Filho et Nelson Rodrigues n'ont jamais été, comme Flamengo et Fluminense, les frères Karamazov du football brésilien, ils étaient frères, et bien frères. Mario Filho est sans aucun doute le plus grand entrepreneur de presse que le Brésil n'ait jamais osé avoir. Il est important de savoir que dans le journalisme, Mario Filho a été à l'origine d'un grand changement. Avant lui, les journalistes étaient en général des dirigeants de clubs. En fait, Mario Filho a été le premier à écrire sur le côté humain du football. Mario Filho, ce génie du journalisme sportif brésilien, a pratiquement inventé la chronique sportive moderne en utilisant le langage de Rio. Avant lui, le style était guindé, comme écrit avec un chapeau haute forme. Mario Filho adopta un langage frais, vivant. Quand ses premiers articles sur le football sont sortis, les gens, scandalisés, se demandaient « Mais quelle est cette langue ?» C'était la langue de la chronique sportive. L'argot, la plaisanterie, les anecdotes, les mythes. Tout cela vient de Mario Filho. Il fut la rivière qui fertilisa des générations de journalistes. Quant à Nelson Rodrigues, il voyageait dans l'impondérable, grand créateur de surprenants personnages du football. Gravatina, qui incarne Fluminense.
le surnaturel d'Almeida, qui vit des victoires et des défaites de toutes les équipes. Nelson Rodriguez était le plus turbulent des journalistes, le plus créatif. Ses métaphores sont sensationnelles et son style est inégalable. Il a écrit de belles chroniques, mais il maltraitait beaucoup Flamengo. Ses articles sont pour quelques intellectuels, pas pour les supporters de Flamengo. Certains supporters ont de la culture, du savoir, mais il y a aussi des analphabètes. Et qui achète les journaux pour lire ces articles? Ce sont les semi-analphabètes, et c'est un problème. C'était un grand philosophe, et au travers du football, un grand connaisseur de l'esprit du carioca. Fluminense et Flamengo représentaient pour lui des symboles. Mais le génie carioca, la créativité de Rio, il savait en parler comme personne. Mes amours à Rio, film brésilien des années 50, raconte les aventures amoureuses d'une jeune Argentine. Christensen, le réalisateur, ne peut s'empêcher de faire un petit clin d'œil au football. Il choisit un flaflou pour exacerber la rivalité des deux soupirants de la belle. L'un est tricolore, l'autre est rouge et noir. La scène a lieu dans le plus grand stade du monde, le tout nouveau Maracanã. Estamos transmitindo diretamente do estádio do Maracanã do Rio de Janeiro. A sensacional partida Flamengo versus Fluminense. Vencendo o Flamengo por 1-0. Olha, você vai torcer pelo time daquele lado. Olha, o Fluminense é o maior. Ce qui va se passer avec le Maracanã, c'est qu'il va installer un autre état d'esprit. Grâce à une idée de Mario Filho, les supporters des deux équipes seront séparés. À gauche, les supporters de Flamengo, à droite, les supporters de Fluminense. Ainsi, la rivalité, la lutte entre les supporters pouvait se jouer avec une foule plus colorée, plus bruyante, plus gaie. Le climat d'un Fla-Flu est spécial. Il y en eut de mémorables, comme par exemple la finale de 1963 entre Flamengo et Fluminense. Flamengo fut champion. L'équipe jouait pour un match nul et a réussi à maintenir le 0-0 jusqu'à la fin. Et ce jour-là, nous avons vu au Maracanã une des plus grandes affluences de spectateurs. Il y avait 177 000 spectateurs payants, un record fantastique. Et ce Fla-Flu s'est terminé comme il le devait, 0-0, récompensant les Grecs et les Troyens. La grandeur des Fla-Flu durant les années 70 tient aussi à la démesure du stade. L'ambiance était survoltée. Chaque fois, les joueurs devaient se surpasser. Zico, Rivellino et Dinho, mais aussi Mario Zagallo, devenu entraîneur, aucun d'entre eux n'était insensible à la pression du public. Comme entraîneur, j'ai gagné le championnat en 1971 avec Fluminense. Puis, j'ai été double champion grâce à Flamengo. 1971 avec Fluminense et 1972 avec Flamengo. J'ai donc été double champion avec deux équipes différentes. En fait, c'était mon propre Fla-Flu. Dès que je suis entré à Fluminense, j'ai senti ce climat de rivalité, l'attente d'un Fla-Flu. Pendant la préparation, les joueurs, l'encadrement, les dirigeants, tout le monde était anxieux, nerveux. L'ambiance changeait.
À mes débuts à Rio de Janeiro, il y eut un fla-flou décisif en 1969. Ce fut mon premier titre avec Fluminense. Ici, j'ai fait un bel arrêt contre un tir de Paulo Henrique. Il y eut ensuite d'autres fla-flous. Contre Zico, c'était vers la fin de ma carrière. Zico, lui, il commençait. Là, j'ai fait une belle parade aérienne. En tant que président du club, entre 1975 et 1977, j'ai inventé le troc, qui permettait de faire revenir des joueurs de Flamengo à Fluminense et inversement. À cette époque, nous avons eu au Maracanã un fla-flou passionnant. Ce fut un match où Fluminense a vaincu et convaincu. Dans cette équipe, il y avait Rivellino, et de l'autre côté, il y avait la plus grande figure de Flamengo, Zico. Réellement, ce fut un fla-flou spectaculaire. Il y avait une grande rivalité. Quand Horta a monté la machina tricolore, la machine tricolore, tout le monde voulait battre Fluminense. Fluminense était une équipe imbattable, une équipe fantastique. Ce furent des fla-flous inoubliables, des fla-flous merveilleux, des matchs nuls, des victoires, tout ça parce que la qualité du jeu était fantastique, avec de grandes valeurs individuelles. Zico, Geraldo. Flamengo était aussi une équipe spectaculaire. Il y avait aussi Junior. Quel souvenir. Rio s'arrêtait le jour du fla-flou. C'était le dimanche, et vraiment Rio s'arrêtait pour voir le match. J'ai eu l'opportunité de jouer de grands fla-flous. Une fois, nous avons gagné par 4-1. Je débutais dans la sélection nationale et j'ai marqué les 4 buts. Il y a eu aussi un autre match inoubliable, mais j'étais alors tout à fait confirmé en équipe du Brésil. Ce jour-là, en 86, Zico marqua 3 des 4 buts. Joueur symbole de Flamengo, il a toujours su enflammer le stade. Au Maracanã, j'ai eu la chance de jouer 5 des 10 matchs où il y a eu le plus de monde. 150 000 personnes, 160 000, c'est de la folie. Le maillot fla-flou. Ce maillot est né d'une entente que nous avons réalisée au Maracanã. Pour jouer contre d'autres clubs, pour organiser des rencontres amicales avec des équipes autres que celles de Rio de Janeiro, pour montrer que réellement Flamengo et Fluminense se complètent. Le miracle du maillot. Flamengo joue aujourd'hui avec l'esprit de 1911. Dans n'importe quel club, le but encaissé, la défaite subie est perçue par le supporter avec une tristesse plus ou moins grande. Pas le rouge et noir. En cas de but adverse, il se crispe, il se tord, il a les yeux vitreux, il agonise, il saigne tel un César poignardé. Pour n'importe qui, le maillot a la valeur d'une cravate, pas pour Flamengo. Pour Flamengo, le maillot est tout. Quand l'équipe joue mal, le maillot est hissé, porté par des mains invisibles. Un jour viendra peut-être où Flamengo n'aura plus besoin de joueurs, d'entraîneurs, de rien. Seul le maillot enveloppera l'arène. Face à la fureur impuissante de l'adversaire, le maillot rouge et noir sera une Bastille inexpugnable. Au Brésil, le prestige de ce club n'a laissé aucun joueur indifférent. Le roi Pelé lui-même, qui a passé l'essentiel de sa carrière à Santos, a porté ce maillot rouge et noir aux côtés de Zico lors d'un match amical.
Voici une chose intéressante, une photo tout à fait historique. Il s'agit de Pelé, à l'âge de 15 ans. Pelé, à cette époque, n'était pas allé à la Coupe du Monde. Personne ne le connaissait. Mais Mario Filho, avec sa qualité de médium, avec sa vision prophétique, a pris cette photo. Il lui a dit « Viens, Pelé, mets cette serviette autour de la tête ». Il a pris une lampe, qu'il utilisa comme une boule de cristal, comme si Pelé allait observer son brillant futur, qui allait le sacrer roi du football. Une création de Mario Filho, qui a fait aussi des romans photos sur le football. Flamengo est le club qui a le plus grand nombre de supporters. Mais cette idée d'associer Flamengo à l'école de samba de Mangueira, c'est une bêtise. Ce sont des clichés, des mensonges. Fluminense est resté le club d'une élite, même dans les écoles de samba. Moi-même, comme beaucoup d'autres à Rio, j'ai été proche de Mangueira. Parmi les grands noms de la samba de Rio, je ne connais que 3 supporters de Fluminense. Donga, auteur de la première samba jamais enregistrée, Cartola et Noca da Portela. 1980. La vieille machine à écrire de Nelson Rodrigues a cessé de fonctionner. Les lecteurs du journal de Sports ne liront plus ses chroniques. Nelson Rodrigues a rejoint son frère Mario Filho, décédé quelques années plus tôt. En 1983 et 1984, il est certain qu'il aurait su ajouter d'autres articles qui, eux aussi, auraient marqué les mémoires des supporters tricolores. Ces années-là, Fluminense remporte le championnat de Rio en battant à chaque fois en finale Flamengo. Assis marque à chaque rencontre un but d'anthologie. Ganha o Fluminense, que agora conquista o título de bicampeão estadual. Pendant les années 80, Flamengo n'est pas en reste et gagne de nombreux titres. Champion de Rio en 1980 et 86. Champion du Brésil en 82, 83 et 87 et surtout en 1980, événement qui entraîna dans le stade un vent de folie. Ce drame, cette poésie, ce lyrisme sont à l'égal d'Homère ou de Michel-Ange. C'est typique du Brésilien, cette façon de tout exagérer, de tout élever jusqu'à l'Olympe. C'est ainsi qu'on concevait le football. Toute grande rencontre avait cette dimension pathétique, lyrique, ridicule ou sublime. Les frères Nelson Rodrigues et Mario Filho l'ont bien vu. Les supporters de Flamengo sont les plus nombreux.
mais aussi les plus créatifs. Beaucoup de rythmes qui se répètent dans le stade ont été inventés par Flamengo. À propos de Fluminense, je dirais que ce sont les supporters qui se tiennent le mieux. Et regardez-les, ceux-là, comme ils arrivent. Ils cachent leur maillot avec un t-shirt et ils l'enlèvent au dernier moment. C'est une honte. Se pegar pra vai pegar pra geral. Torcida jovem, o bonde do mal. J'aime la présence des différents groupes de supporters. Malheureusement, il y a beaucoup de bagarres. C'est très triste. Mais j'aime les hymnes différents, les musiques différentes, les vibrations différentes. Ça me plaît beaucoup. Au premier coup de sifflet, la passion reprend le dessus. Elle transforme les difficultés d'une équipe en véritable drame personnel. Nelson disait « L'intérêt du football, ce n'est pas le jeu, ce n'est pas le ballon, c'est la passion de l'être humain, c'est l'âme, c'est la résurrection de Lazare. » Aujourd'hui, la situation est plus délicate pour les équipes de Rio qui végètent dans le championnat brésilien. Les 4 grands clubs, dont Flamengo et Fluminense, sont loin de leurs performances passées. Rio de Janeiro traverse une phase difficile. On va s'en sortir, car Rio de Janeiro va gagner. Rio de Janeiro est invincible. Mais cette crise qui affecte la ville touche aussi le football. Pour plusieurs raisons. La violence, les affrontements entre supporters, le laisser-aller du football, le laisser-aller économique de la ville. Tout se concentre, tout se reflète dans le football. Ce n'est pas facile. Malheureusement, le niveau du football a beaucoup baissé. Peu d'équipes sont bien structurées. Vous voyez à quel point le football de Rio traverse une triste période. Il y a l'aspect financier, celui des structures et des valeurs individuelles. Vous ne voyez plus de grands joueurs. Il n'y a plus de stars. Le football de Rio est un grand football. Les clubs les plus importants du Brésil sont ici, à Rio de Janeiro. Ça va revenir, c'est sûr. Notre football va être sauvé. Le jeu, à Rio, est le plus technique du Brésil. Celui de São Paulo est plus physique. Ici, il y a tout pour faire évoluer le football de Rio. Il est beau, dans une belle ville. Le plus grand stade du monde est ici, à Rio de Janeiro, donc tout va revenir. Un autre élément à considérer est l'évolution des rapports entre football et télévision. Certains matchs sont diffusés à 22h, après la telenovela, le feuilleton quotidien. La télévision fixe les dates et les horaires des rencontres.
Le mariage du football et de la télévision est indissoluble. Mais cela doit mieux se passer. Le sujet dont nous parlons, Flamengo Fluminense, est né bien avant les retransmissions télévisées. L'émotion populaire qui existe à travers ce sport est née avant la télévision. Un soir de juin 1995, sous une pluie battante, Rio de Janeiro vécut une fois de plus le fla-flou du siècle. Sem sombra de dúvida, 1995, gol de Renato Gaúcho de barriga, hoje nosso técnico. Fluminense a très bien joué en première mi-temps et menait 2-0. Mais tout pouvait arriver. Flamengo a égalisé en deuxième période. Il y avait une pluie diluvienne. Je n'avais jamais vu ça. À la 86e minute, Fluminense marqua. Un but du ventre. Un but du ventre décidant du sort du championnat lors d'un fla-flou, alors que Flamengo n'avait besoin que d'un match nul, ce fut une rencontre hors du commun. Cortou na perna esquerda, já na grande área, mais corte, Ailton, lindo lance, gol! É do Fluminense! Renato faz o terceiro, meio sem querer! Todo o Fluminense é campeão, título, agora campeão 95. Foi pouco de tudo, Ça a été un peu tout à la fois. Un peu de chance au bon moment. Nous n'avions pas gagné de titre depuis 10 ans. C'était ma première saison avec Fluminense. Dans ce match, j'ai marqué 2 des 3 buts. Et après 10 années, les supporters de Fluminense pouvaient crier qu'ils étaient de nouveaux champions. Donc je le répète, ce fut un peu tout, un peu de chance, mais aussi parce que nous le méritions. Les joueurs n'avaient pas été payés depuis 5 mois. Nous nous sommes rapprochés pour aller chercher le titre. Peu importe la forme, comment le ballon est entré dans les filets, l'important était de voir tout le monde heureux. Mes amis, l'humilité s'arrête ici. Depuis hier, Fluminense est le champion de la cité. Le plus grand fla-flou de tous les temps. Les tricolores ont conquis leur plus belle victoire. Ce fut aussi un grand jour pour le stade Mário Filho. La foule poudre de riz avait le sentiment du triomphe. Alors, voici ce qui est arrivé. Morts et vivants sont montés sur la rampe. Les vivants sortirent de leur maison, les morts de leur tombe. Et devant ce parterre colossal, Fluminense et Flamengo firent une de ces parties immortelles. Dans 200 ans, la ville dira, morte de nostalgie, « Ah, quel fla-flou !» Chaque rencontre entre Flamengo et Fluminense semble être le plus grand fla-flou du siècle, et ceci éternellement. Fla-flou. Nelson disait « Tout est fla-flou, le reste n'est que paysage ».